Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Dernier hommage à Ali Bazal, l'agent des forces de sécurité intérieure enlevé et assassiné par le Front al-Nosra, a été inhumé dans son village natal. Plus de 30 camionneurs libanais bloqués entre la Syrie et la Jordanie après la prise d'un poste frontière par les rebelles syriens. Au 8e jour d'un marathon diplomatique, les négociations sur le nucléaire iranien ont abouti à un accord cadre à Lausanne, en Suisse. Et à suivre également dans ce journal l'analyse de la seconde boîte noire de l'avion de la Germanwings confirme qu'Andreas Lubitz, le copilote, a volontairement précipité la chute de l'avion. La dépouille mortelle de Ali Bazal, portée sur les épaules de ses camarades devant l'hôpital militaire de Badaro, au rythme de l'hymne de la mort. Les frères d'armes de l'agent des forces de sécurité intérieure lui ont rendu un dernier hommage ce vendredi. Il a été inhumé à Laboué, son village natal, dans la Bekaa. Ali Bazal a été assassiné par balle le 5 décembre 2014 par les djihadistes du Front al-Nosra qui le retenaient depuis août dernier. Une trentaine de militaires libanais avaient été enlevés par al-Nosra et le groupe État islamique pendant les combats de Herzl. 5 ont été tués en captivité, 25 autres sont toujours retenus par les ravisseurs. Plus de 30 camionneurs libanais sont bloqués depuis 48 heures entre la Jordanie et la Syrie après la prise d'un poste frontalier par les rebelles du côté syrien et la fermeture de la frontière du côté jordanien. Le poste de Nassib était le dernier encore aux mains des forces du régime de Damas. Elles en ont été chassées mercredi par les rebelles qui contrôlent désormais de facto la frontière entre les deux pays. Selon leur syndicat, la plupart des chauffeurs avaient terminé les formalités au barrage Nassib du côté syrien et se dirigeaient vers celui de Jabel du côté jordanien quand Amman a fermé la frontière. Une source de la Sûreté générale libanaise affirme n'avoir aucune information à ce sujet jusqu'à présent, même son de cloche du côté du ministère des Affaires étrangères. Un retour triomphal pour le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, accueilli par la foule à l'aéroport de Téhéran. Son pays a signé avec les grandes puissances occidentales un accord d'étape décrit comme historique sur le nucléaire iranien après 8 jours d'un marathon diplomatique. Les sanctions internationales qui pèsent sur l'économie du pays pourraient être levées si l'Iran respecte ses engagements. L'Iran qui a accepté le principe des inspections et des vérifications. L'accord d'étape signé la nuit dernière stipule que Téhéran devra se débarrasser des 2/3 de ses centrifugeuses. Un réacteur à Arak sera démantelé et l'enrichissement d'uranium limité pendant 10 ans. Les chefs de la diplomatie allemande et française ont salué l'accord cadre avec prudence. Barack Obama, lui, s'est félicité de cette entente historique. Le Premier ministre israélien estime quant à lui que Téhéran a gagné le droit de fabriquer sa bombe atomique. La situation au Yémen est de plus en plus chaotique. Des membres d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique ont libéré entre 150 et 300 détenus de la prison de Mukalla, dont l'un de leurs chefs. Depuis 8 jours, une coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite mène des raids aériens contre les rebelles chiites Houthis. Un garde-frontière saoudien a été tué et une dizaine d'autres blessés par des tirs depuis une zone montagneuse à l'intérieur du Yémen. Les rebelles sont dans Aden, la deuxième ville du pays. Ils se sont même emparés du palais présidentiel. Sans qu'on connaisse leur nationalité, des dizaines de soldats ont débarqué hier dans le port d'Aden. Le point à présent sur l'enquête dans le crash de l'Airbus A320 de la Germanwings qui s'est écrasé dans les Alpes françaises. L'analyse de la deuxième boîte noire retrouvée hier confirme l'action volontaire du copilote pour faire descendre l'appareil. Andreas Lubitz était seul dans le cockpit au moment de l'accident, refusant d'ouvrir la porte au commandant de bord. Il a utilisé le pilote automatique pour engager l'avion en descente vers une altitude de 100 pieds. Puis, à plusieurs reprises au cours de la descente, il a modifié le réglage du pilote automatique pour augmenter la vitesse de l'avion en descente. 149 autres personnes sont mortes dans la catastrophe. 2 habitantes de New York jugées pour la préparation présumée d'un attentat terroriste, Noël Velenzas, 28 ans, et Asia Siddiqui, 31 ans, ferventes admiratrices des crimes du groupe État islamique et d'Oussama Ben Laden, auraient prévu d'attaquer des cibles policières et militaires aux États-Unis. Les 2 femmes risquent la perpétuité. Les accusées, autrefois femmes de chambre, ont fait des recherches à partir de l'été dernier pour fabriquer un engin explosif. Les enquêteurs ont retrouvé chez elles des bouteilles de gaz, du matériel de soudage, des tuyaux, mais aussi de l'engrais et une cocotte minute. Une cocotte minute comme ce qui a été utilisé pour l'attentat de Boston.
147 morts, c'est le bilan final du carnage à l'université de Garissa au Kenya. Le cauchemar a duré plus de 15 heures. 15 heures pour venir à bout des islamistes somaliens d'Al-Shabaab. Ils ont tué 147 personnes. 4 terroristes ont fait irruption sur le campus, épargnant les étudiants musulmans et prenant de nombreux chrétiens en otage. 80 personnes ont par ailleurs été blessées dans cette attaque, qui est la pire au Kenya depuis celle contre l'ambassade américaine en 1998, qui avait fait 213 morts. On a aussi en mémoire évidemment le spectaculaire attaque contre un centre commercial de la capitale Nairobi. 67 morts en septembre 2013. Restez sur Futur TV, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16-40 et tout de suite l'interview de ce journal. J'ai reçu ce matin Marie-Christine Saragosse, PDG du groupe France Média Monde, et Marc-Saï Ali, directeur de France 24. Écoutez. Marie-Christine Saragosse, Marc-Saï Ali, bonsoir. Merci d'être les invités de ce journal. Merci bonsoir, de nous inviter. Bonsoir. Merci. Alors vous venez de passer 48 heures au Liban, une visite qui a été riche en rencontres, en réunions, en nouveaux partenariats, en consolidation d'anciens partenariats. Est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan de cette visite ? Eh bien, en fait, il y a un peu 3 volets dans nos démarches. D'abord, en matière de presse écrite, on avait passé, il y a déjà quelques temps, un accord avec Lorient Le Jour pour une syndication de contenu sur Internet en français. Et là, on a complété l'accord avec El Nahar, le grand quotidien arabophone, pour un accord de syndication aussi sur des contenus Internet dans nos 3 langues. Pour France 24, le français, l'anglais et l'arabe. On a aussi un partenariat avec Radio Liban depuis très longtemps et RFI. Et on a aussi consolidé le partenariat entre Monte Carlo Doualiya et Pax, la radio Pax, donc pour consolider notre diffusion sur 7 émetteurs au Liban pour notre radio arabophone. Et puis bien sûr la télévision. Depuis donc 2 ans, presque 2 ans, on a une très jolie émission, cher Nour, qui s'appelle Code 24, qu'on adore. Et donc c'était un peu expérimental. Et puis là, on s'est vraiment marié avec Futur. On a signé donc un accord autour de cette émission avec des prolongements, des perspectives pour des correspondants en partage et pour de la formation. Voilà, donc, et ça venait compléter l'accord qu'on avait aussi avec Télé Liban. Pour des reprises de programmes en arabe cette fois-ci sur Télé Liban. Et puis on a aussi un accord avec l'université Balamande qui nous permet de recevoir, cet été on va avoir 2 stagiaires, n'est-ce pas Marc ? Oui, 2 journalistes qui ont gagné une sorte de concours du meilleur journaliste potentiel qui vont venir travailler à France 24 pendant quelques mois avec nous et nous sommes très heureux de les accueillir. Donc en fait c'est un peu exceptionnel le Liban parce que tous nos médias sont là, toutes nos langues sont là, enfin en tout cas toutes les langues de France 24 et c'est pas forcément le cas dans d'autres pays dans le monde. Mais alors justement, qu'est-ce qui explique cette proximité avec le Liban, avec le public libanais ? Vous êtes ici depuis de nombreuses années, vous renforcez toujours davantage vos partenariats, qu'est-ce qui explique cette proximité ? Alors on va peut-être répondre à 2 voix, mais parce que Marc comme il est parti pris lui. Puisqu'il est quand même franco-libanais. Mais simplement, c'est assez rare d'avoir un pays d'abord qui cultive le plurilinguisme et le multiculturalisme comme le Liban. Ça nous ressemble, quelque part, on peut vraiment être présent sur tous les fronts ici parce que ça nous ressemble. Encore une fois, un pays qui parle à la fois arabe, évidemment, mais aussi français et anglais. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Donc, et puis je pense qu'on a des points communs sur cette volonté de défendre la diversité culturelle, le vivre ensemble dans la paix, malgré des choses épouvantables qui se passent pas loin autour. Donc ce miracle libanais, on l'observe beaucoup parce que je pense que le monde en a besoin et la France en a singulièrement besoin, tout particulièrement depuis janvier 2015. Donc c'est un pays qui nous est cher. Et puis c'est un îlot de liberté d'expression. Vous savez qu'on s'est beaucoup battu et la France a payé cher sa liberté d'expression. Donc ici, il y a une liberté d'expression, il y a une diversité des idées, et une diversité des approches. Et puis, c'est quand même physiquement l'un des rares endroits au Proche-Orient où on peut continuer à travailler et à couvrir les événements dramatiques qui sont autour. Et donc le Liban devient une sorte de hub audiovisuel et journalistique. Alors vous avez mentionné la région, compte tenu de l'actualité régionale de ces dernières années. Quelle importance pour vous de vous implanter davantage, d'étendre votre
votre couverture, votre maîtrise en fait, d'être vraiment présent sur le terrain. Mais disons que le monde arabe depuis le début est une zone très importante, puisque c'est pas par hasard si Monte Carlo Doualiya a plus de 40 ans et que si France 24 a un signal arabophone. Voilà, donc c'est clair qu'il y a un intérêt pour ce monde arabe très important. Je pense que les printemps arabes, et notamment ce qui a pu se passer en Tunisie, a aussi beaucoup compté pour le développement de notre présence dans le monde arabe. Mais, et puis, au-delà de ça, comme le disait Marc, il y a une très grande proximité avec le Liban. Et, enfin, Code 24, pardon, puisqu'on est sur la chaîne qui le fait, puis qu'on est face à la présentatrice, mais nous n'avons pas d'équivalent dans le monde d'une télévision qui aurait monté un programme sur nos meilleurs reportages, qui soit présenté par des journalistes d'ailleurs qui pourraient très bien travailler dans notre rédaction. Il y a une telle proximité professionnelle même, que c'est vrai qu'on est investi ici et engagé ici beaucoup, mais Marc, tu allais dire... Si vous voulez, le Code 24 est la preuve absolue de la liberté qu'on peut avoir au Liban. C'est-à-dire, on travaille ensemble, il n'y a aucune contrainte éditoriale, il n'y a pas de contrainte politique. Donc, c'est ça qui fait l'atout du Liban. Et puis nous, on peut développer, ça tombe bien, France 24, dans les 3 langues au Liban, ce qu'on ne peut pas faire forcément ailleurs. Donc, en fait, on a un public triplement ciblable et captif au Liban. Alors maintenant, si on parle un peu plus de la chaîne arabophone de France 24, quelle est votre stratégie face à la compétition donc, que représentent les chaînes comme Al Arabiya, Al Jazeera qui sont implantées depuis longtemps? Qu'est-ce qui vous démarque de ces chaînes? Je crois que notre force à nous, c'est que c'est une chaîne qui parle arabe, mais c'est une chaîne française qui porte les valeurs de la France, qui sont des valeurs de liberté, d'égalité, de droits humains, de fraternité. Et donc ça nous différencie. D'égalité des hommes et des femmes. Oui, et en plus. Et France Média Monde est un très bel exemple de parité hommes-femmes. Et donc toutes ces valeurs portées par cette chaîne qui parle arabe sont quasiment uniques. On n'a pas de parti pris, on ne penche pas vers un État plutôt qu'un autre, ni vers des partis plutôt que d'autres, ni vers une religion plutôt que d'autres. Donc ça fait de nous une télévision crédible quand elle parle en arabe et qui transmet une info et qui essaie de l'analyser et de donner les clés de compréhension. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les nationalités du monde arabe dans cette rédaction arabophone. Donc c'est vrai que ce que disait Marc, c'est qu'il n'y a pas un point de vue dominant. Il y a des débats à l'intérieur de la rédaction avant que les émissions finalement passent à l'antenne, et ça donne un point de vue vraiment effectivement singulier qui nous démarque des grandes chaînes arabophones internationales, et je crois qu'il y a aussi ce culte du débat qui est quelque chose de peut-être très français. Jamais personne n'est d'accord avec personne, n'est-ce pas, en France, tout le monde le sait. Et bien oui, en effet, on parle arabe, mais quelque part on a cet ADN français, jamais personne n'est d'accord, donc c'est le débat d'idées, la contradiction, le pluralisme, qui est la seule façon au fond de rendre compte avec honnêteté des événements, c'est de laisser la place à différents points de vue, tant qu'ils respectent en tout cas les valeurs démocratiques qui sont les nôtres. Il y a une autre différence avec les grandes chaînes arabes, c'est qu'eux sont riches, nous on n'a pas d'argent, donc on est obligé d'être inventif et créatif. Ici, au Liban, alors, on les salue, hein, ceux qui regardent Futur et qui nous regardent aussi, parce qu'il y a à peu près un cadre et dirigeant sur 3 qui regarde au moins une fois par semaine France 24, qui fait partie du top 5 des chaînes d'information les plus regardées ici. Et Monte Carlo Doualiya est aussi, rassemble 16% du public libanais chaque semaine. Donc en fait, on a un retour qui nous conforte dans le fait que notre message est écouté et attendu ici. Il y a une preuve par la mesure, hein, plus 11% d'audience en un an. Mondial. Mondial pour France 24. C'est considérable. C'est 46 millions d'auditeurs. Par semaine. Par semaine. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. La fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Dernier hommage à Ali Bazal, l'agent des forces de sécurité intérieure enlevé et assassiné par le Front Nosra, a été inhumé dans son village natal. Plus de 30 camionneurs libanais bloqués entre la Syrie et la Jordanie après la prise d'un poste frontière par les rebelles syriens. Au 8e jour d'un marathon diplomatique, les négociations sur le nucléaire iranien ont abouti à un accord cadre à Lausanne, en Suisse. Et puis l'analyse de la seconde boîte noire de l'avion de la Germanwings confirme qu'Andreas Lubitz, le copilote, a volontairement précipité la chute de l'avion.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Très bon week-end Pascal à toutes et à tous. Et moi je vous dis à très bientôt.